Bonjour Christopher, bienvenue sur le podcast Divergent. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, justement dans le cadre de ce projet. Et direct, je vais rentrer dans le vif du sujet et te demander comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent en général? Comment je me présente? Bah, déjà, merci de m'inviter, Sandra. Je me présente en disant que je suis simplement moi-même. Hmm. Ça paraît un peu bizarre, mais j'aime pas me décrire par rapport à ce que je fais dans la vie, parce que c'est ce que je fais et c'est pas qui je suis. Mhm. Je suis juste Christopher Bologna, je suis juste moi-même. Hmm. C'est déjà pas mal, non? Cool. Écoute, du coup, c'est drôle parce que j'aime bien poser une deuxième question, juste après, qui moi m'amuse beaucoup donc je vais la garder, c'est sûr et la proposition en fait, ce que je fais, c'est de dire: «Ben écoute, si, tu étais pas Christopher, tu es plus Christopher et que tu étais quelque chose d'autre, un arbre, un animal, une couleur, un symbole, une musique, que sais-je, quelque chose d'autre, tu serais quoi et pourquoi?» Je pense que je serais de l'eau, De une l'eau? goutte d'eau, parce que je suis un être, humain banal comme tout le monde, mais à la fois je fais partie d'un grand tout. En ayant mon unicité, mais en faisant partie d'un grand tout. Et en me laissant bercer par le courant de la vie, par les événements de la vie, j'expérimente plusieurs éléments dans la vie. Mmh. Donc je peux prendre la forme d'une goutte d'eau qui descend de la montagne, qui va dans l'océan, qui à un moment donné remonte dans les nuages, qui s'engouffre à l'intérieur de la terre, qui va être aussi, dans les organes d'un être humain et Mmh. ainsi de suite. Et je pense que dans la vie, on se laisse bercer. Enfin, j'aime voir la vie comme ça, comme si j'étais une goutte d'eau, comme si je me laissais bercer par les éléments de la vie, en me laissant surprendre par la beauté de la vie et juste profiter du paysage, profiter du chemin qui m'est offert de profiter durant ma petite vie d'être humain incarné Mmh mh. et de contribuer au grand tout en même Mmh. temps. OK, cool. Waouh, en plus, j'aime bien la goutte d'eau, effectivement, elle a cette particularité de pouvoir, avoir différentes formes. Donc, tu as parlé de l'état gazeux, solide, tu verrais bien en flocon de neige aussi? Aussi, ouais, par rapport à l'énergie, je crois beaucoup, Mmh. l'influence, de nos pensées dans l'énergie, même par rapport à l'alimentation, par rapport à plein de choses, les études des motos Ouais. et et donc notre façon de penser, la vibration qu'on émet, on contribue on contribue, à impacter de notre façon, donc en positif ou en moins positif, le grand tout et les personnes qui sont autour de nous. Mmh. Donc pour moi, c'est hyper important justement d'être dans cette intention, dans cette vibration qui nous permet d'avoir cette forme parfaite d'amour de flocons de neige Mmh. partager cet amour au plus grand nombre. OK, cool. Merci Christopher. Là, tu envoies du lourd dès le départ. Ça me parle, tout de suite. Merci beaucoup. Justement, j'aimerais bien savoir, heu du coup, toi, c'est quoi ton le propos du podcast, tu vois? C'est de donner un espace aux personnes pour, se raconter, donc et raconter leurs histoires parce que, comme tu as dit, en fait, il y aura pas de Christopher, il y aura pas de Sandra et donc j'aimerais bien que tu, me racontes ton histoire et tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps. Alors je pense que dans mon histoire, il y a 3 parties. J'ai eu 3 vies différentes. OK. La première partie, la bonne personne de la société. Le gendre parfait, le bon salarié, le bon fils. Ah, j'ai fait des grandes études, une grande école de commerce, un master en marketing en Angleterre. J'ai travaillé dans des gros groupes comme L'Oréal, Generali, Renault. J'avais un poste qui me plaisait, j'aimais ce que je faisais, mais ça n'avait pas de sens pour moi. Je me disais: «Qu'est-ce que je fous là, en fait?» Mmh. Je contribue au système dans lequel les gens ne sont pas forcément heureux, dans lequel on détruit notre propre planète. Donc j'ai eu un événement qui m'a sauvé la vie, qui m'a sauvé de cette première vie qui justement, a été une maladie auto-immune, une spondylarthrite ankylosante, qui m'a ouvert à d'autres choses. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel,
le côté plus spirituel, on va dire, énergétique. J'ai découvert ce que je voulais faire dans la vie, aider des gens, aider des coachs, thérapeutes hypersensibles comme moi, parce que ça résonnait, à impacter des vies, à aider des gens à être plus heureux et puis à contribuer au grand tout. Mmh. Ça, c'était ma deuxième vie et ma troisième vie, c'est quand j'ai compris que ce développement personnel m'écartait de moi, de qui j'étais vraiment. Me faire croire que je devais être plus confiant, être toujours souriant, dire toujours oui, toujours partager. En fait, je faisais un déni d'une partie de moi. Je m'écartais de mon âme, de mon vrai moi, on peut l'appeler comme on veut, notre corps énergétique, de qui je suis vraiment. Et me faire croire, bah voilà, c'était la lumière, d'être toujours plus, d'avoir la reconnaissance. Mais au fond de moi, j'étais dans une course infinie où je mettais mon bonheur au sommet de la montagne. Donc cette prise de conscience de me dire, OK, mon but, c'est pas d'être plus, c'est d'être juste moi. Je veux plus être la bonne personne. Avant, je détestais Christopher qui disait non, Christopher qui avait envie de pleurer. Aujourd'hui, j'aime toutes les parties de moi. Christopher qui parfois a envie de sourire, des fois j'ai envie de pleurer. J'aime celle-là aussi. Christopher qui a envie de partager, et des fois aussi Christopher qui a envie d'être égoïste. Et j'aime cette partie, c'est parce que je me permets parfois d'être égoïste, que je partage plus souvent avec le cœur, parce que je me permets de dire non, que je dis plus souvent oui avec le cœur. Donc juste prendre conscience que je suis juste un être humain. Et j'ai remarqué que c'était justement en abandonnant le sommet de la montagne, en profitant juste du chemin, en faisant de mon mieux, en profitant au maximum de chaque petit moment de la vie, en ayant juste l'intention d'être heureux et de partager ça. Ça me permettait non seulement d'être plus heureux maintenant, mais surtout d'atteindre le sommet de la montagne beaucoup plus rapidement. Mmh. Et donc, le propos, c'est de se dire, OK, j'ai eu besoin de passer par le développement personnel à un moment donné de ma vie, mais aujourd'hui, c'est de l'anti-développement personnel. Et ce que je fais, c'est justement aider des gens à revenir à qui ils sont vraiment. Et c'est ce qui permet d'être heureux, d'être simplement soi et d'être dans le courant de la vie, de ne pas faire d'efforts. Je me dire, OK, si je suis doué là-dedans, il faut que je le fasse. Si je ne suis pas doué, ça veut juste dire que la vie, elle me dit, ne le fais pas. Si j'ai une émotion agréable en faisant quelque chose, ou en voyant quelqu'un, ça me veut dire simplement, bah, continue, chaud. Si j'ai une émotion désagréable en faisant quelque chose, c'est la vie qui me dit froid. La vie, elle est simple. Mais on veut souvent qu'elle soit compliquée, mais elle est juste simple. Je prends le moment comme il vient. Je me dis, OK, je vais trouver une solution. Je me fais confiance. Je ne sais pas comment je vais faire. Et je n'ai pas envie de contrôler l'avenir. Je n'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Avant, je voulais le contrôler. C'est ce qui me permet de me laisser surprendre par la vie, d'être surtout présent dans le moment présent. Donc, c'est ces 3 parties-là de ma vie. La première, la bonne personne, formatée à 100%. Le rond qu'on met dans le carré. J'ai essayé de me débattre, mais j'ai fini par céder à un moment donné. Ou le côté divergent. Hein. Divergent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, HP, enfants indigos, on les appelle comme on veut. Ensuite, deuxième partie de ma vie où je me dis, ah, il y a peut-être autre chose, je vais peut-être faire quelque chose de ces difficultés que j'ai eues, développement personnel, plus spirituel. Et ensuite, anti-développement personnel, je reviens à moi. J'ai compris plein de choses au niveau spirituel, ok, mais mon but, c'est de vivre ici dans le moment présent. Donc le côté énergétique existe, mais je ne vais pas essayer de chercher, comme avant, qu'est-ce qu'il y a eu dans mes vies antérieures et de tout comprendre. Je comprends juste ce qui m'est utile et je comprendrai tout le moment où je partirai en une microseconde. Donc aujourd'hui, bah, je profite de la vie.
Donc, j'ai cette compréhension énergétique et matérielle et physique, mais je ne me laisse pas coller au plafond. J'essaie de rester aussi terre à terre, d'avoir cet équilibre-là, d'être ancré au sol, être ancré à la vie et de profiter de chaque moment de la vie, tout simplement. Waouh, bah, merci pour ce partage. Donc du coup, cette, cette vie en 3 phases déjà que tu nous partages. Donc la 1re phase, je pense qu'il y a pas mal de personnes, qui se reconnaîtront effectivement de cet engrenage métro boulot dodo, on suit les codes, on coche les cases, enfin bref, tout ce qu'on peut dire. Puis tu parlais justement d'un événement qui t'avait sorti de là, enfin voilà, une maladie qui t'avait du coup, permis d'ouvrir les yeux, on va dire ça comme ça, sur ce que tu voulais ou ce que tu voulais plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce moment de déclic et comment est-ce que parce qu'il y a des personnes, tu vois, elles tombent malades et elles ont pas ce déclic. Donc je serais curieuse que tu m'en dises un petit peu plus sur qu'est-ce qui fait que chez toi, ça a généré un déclic d'entamer une 2e vie de développement personnel? Alors ça s'est pas fait naturellement. On va Mmh. dire que une partie qui m'a sauvé, c'est que j'avais un tempérament sportif de compétition et donc j'ai eu beaucoup de faux diagnostics, de mauvais diagnostics. Je ne savais pas ce que j'avais et quand j'ai découvert ce que j'avais, j'ai testé tout ce qui existait. J'étais très cartésien. Tout ce qui existait, donc l'alimentation, j'ai essayé la cryothérapie. J'allais 2 séances de suite carrément, donc j'allais vraiment dans les extrêmes. Je me disais: «J'essaye tout ce qui existe» parce que vivre comme ça, dans une souffrance comme ça, à un moment, je me suis dit: «Je me suicide», vraiment. Je me suis dit: «Voilà, je me dois pour les personnes que j'aime et pour moi-même d'essayer tout ce qui existe pour pas avoir de regrets». Donc je suis arrivé à bout de toutes ces opportunités, toutes ces choses qui pouvaient exister et c'est là que j'ai découvert, ce qui est plus énergétique. Mmh. J'ai découvert d'autres choses. Parce que je me suis dit: «OK, j'y crois pas du tout, mais j'essaye quand même en mode désespérant, on sait jamais, c'est un miracle». Hem et là que j'ai découvert pas mal de choses et je pense que le vrai déclic que j'ai eu, je peux pas l'expliquer, rationnellement. C'est un moment, je vais à la cryothérapie et il y avait pas mal de personnes qui avaient des scléroses en plaques. Ils étaient dans un état pire que le mien, Mmh. vraiment en souffrant, en criant, et je vois 2 personnes qui discutaient, qui avaient une sclérose en plaques, qui étaient vraiment heureuses. Je le ressens à ce moment-là. Et là, je m'intéresse, je discute avec eux. Je dis: «Waouh!» Moi, dans ma vie, c'est un moment où j'étais vraiment malheureux. Il y a tout qui s'est échappé dans ma vie. J'avais ma santé, donc du coup, il y a le côté professionnel, la personne avec qui j'étais en couple, ça part, je me renferme plus vers moi-même, donc tout devient plus compliqué. Et là, je me dis: «Ouais, ils sont vraiment heureux, qu'est-ce qui se passe?» Et là, je sors et je vois autour de moi toutes les personnes qui avaient tout pour être heureux, ils étaient en bonne santé et je voyais qu'ils étaient malheureuses, en fait. Toutes les personnes que je rencontrais dans la rue, je me dis: «En fait, ils sont pas vraiment heureux» et je rentre chez moi, je me mets au fond du jardin et je me dis: «Si je devais rester comme ça toute ma vie», parce que je passais d'un moment où j'étais sportif, où je faisais du sport 5-6 fois par semaine, faisais des semi-marathons, à un moment où je mettais 1 heure pour faire 5 mètres, 1 heure pour mettre un caleçon. Et à ce moment-là, je suis au fond de mon jardin et je regarde le ciel. Et pour moi, il y avait comme les nuages, le ciel qui était toujours devant moi, mais qui était banal, j'étais habitué. Et là, c'est comme si je voyais la forme des nuages, la nuance des couleurs. Et j'ai réalisé que le ciel était jamais pareil, en fait. Et que heu, j'avais passé 28 ans de ma vie Mmh. à pas le voir. Et je me suis dit: «OK, c'est juste une question que je me suis posée. Si je devais rester comme ça, est-ce que je pourrais pas être aussi heureux qu'avant?» Étant donné qu'il y a d'autres personnes qui étaient pires que moi, qui étaient heureuses. Donc la première réponse qui m'est venue, c'est oui. La deuxième question, c'est: «Et si c'était une opportunité?» Je pense que cette question-là, elle a changé ma vie. Ça La Mmh. vie, je pense qu'elle tient à pas grand-chose. J'ai toujours considéré que cette maladie, c'était la pire chose qui me soit arrivée
et je le vivais vraiment. Je l'ai expérimenté. Ma santé, les activités que j'aimais bien, je ne pouvais plus les faire. Je me coupais des personnes, mes relations pareil. Je l'ai expérimenté, c'était vraiment la pire chose. Et dès le moment où je me suis posé cette question, et si c'était la meilleure chose qui me soit arrivée? Et si c'était une opportunité, quelle opportunité il pourrait y avoir là-dedans? Mmh. La première que j'ai vue, c'est: «OK, si je m'en sors, je vais pouvoir profiter encore plus de la vie, j'ai été con, hein». La deuxième, j'ai des regrets. J'aurais vécu des choses plus intensément, Mmh. j'aurais fait d'autres choses. La troisième, si je m'en sors, je vais pouvoir aider d'autres personnes qui vivent la même chose. C'est les 3 opportunités que j'ai trouvées sur le moment et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'énergie, à notre façon de penser. C'est Einstein qui disait quelque chose comme ça en tout cas: «Si je devais résoudre un problème en 1 heure, je passerais 50 minutes à me poser la bonne question, 10 minutes à y répondre». Et j'ai remarqué que je passais dans toute cette partie où je cherchais des solutions, j'avais la mauvaise question et je pouvais avoir toutes les réponses. J'avais la mauvaise équation, donc j'avais une mauvaise réponse. Dès le moment où je me suis posé la bonne question, j'ai eu les bonnes réponses. Alors dès le moment où je me suis posé cette question-là, toutes les opportunités se sont présentées. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, le bon traitement au bon moment. On m'offrait un livre, je lisais le livre, je rencontrais la personne là. Je m'en suis rendu compte que la vie était facile. Ici, c'était moi, par ma façon de penser, qui m'étais mis toutes ces limites-là. Et il y avait une phrase auquel j'étais très attaché, moi qui étais très, très cartésien, parce que j'étais éduqué comme ça, c'était cette phrase de saint Thomas: Mmh. «Je crois que ce que je vois». Je vous invite juste à inverser ça. Je vois ce que je crois. Donc dès que je crois quelque chose, je pense sincèrement au plus profond de chacune de mes cellules que c'est vrai, je vais le voir dans la vraie vie. Donc Mmh. je croyais que c'était un problème, je le voyais comme un problème. J'ai cru que c'était une opportunité, aujourd'hui c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé, vraiment. Et on le Mmh. voit aussi avec le confinement actuellement, on voit la même chose. Ouais. Il y a des personnes qui voient que qu'on est en danger, qui sont en danger, que c'est terrible, qu'il faut se protéger, qu'il faut mettre le masque. Ils vivent vraiment la peur, ils vont vraiment vivre la maladie parce qu'ils respirent la moitié de leur oxygène, ils font plus d'activité physique, ils se coupent des personnes qu'ils aiment bien, ils sont plongés dans la peur avec les informations et celui qui vit à côté, qui considère que c'est pas dangereux, bah, il fait de l'activité physique, il voit quand même du monde, il prend soin de sa santé, de son alimentation et il vit l'expérience, c'est pas dangereux. Donc les 2 ont raison. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce que moi j'avais envie de vivre? J'avais envie d'être malheureux, en vrai. Je me posais des questions pour être malheureux. Dès que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit: «Bah tiens, je préfère être heureux quand même». Et c'est super intéressant parce que c'est vraiment hem, tu as cette manière de finalement tu prends conscience avec un «et si» qui est, pour moi les 2 mots qui ont l'air de rien comme ça, mais c'est «et si tout était possible, si ça c'était une opportunité, si finalement c'était la meilleure chose qui me soit arrivée» et c'est ça qui te permet du coup de rebondir à ce moment-là. Et si en fait, je regardais le ciel sous un autre regard aussi parce que, ah bah tiens en fait c'est pas toujours le même. Donc prendre conscience quelque part à ce moment-là, tu réalises que, il y a des choses qui sont là que tu même pas vues, ouais. Mmh. Et ouais et cette phrase aussi de saint Thomas que je retiens qui est, inversée donc c'est vrai qu'on a toujours eu tendance à entendre: «Bah oui, non, bah, hem, moi je ne crois que ce que je vois, hein, sinon, c'est que ça n'existe pas». Et de l'inverser effectivement, c'est hyper puissant, mais c'est encore, je pense, très peu, allez, utilisé, on va dire, ou c'est encore trop
ouais, trop irrationnel, on va dire ça comme ça pour, beaucoup de personnes. Donc, je trouve ça super, intéressant que tu nous partages ça. Et hem et du coup, justement, après, ça m'intéresserait de voir dans la deuxième phase, donc tu as ce déclic et tu te mets en route et tu commences à croire pour voir et hem et tu dis, bah, tu es dans une sorte de course effrénée, que je reconnais bien, dans de ce développement personnel où on recherche toujours à être mieux, la meilleure version de soi-même, comme si, en fait, la version dans laquelle on est aujourd'hui n'est pas assez déjà. Du coup, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus justement par rapport à ce cheminement et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu rentres dans la troisième phase aussi? Puisque c'est qu'est-ce qui fait que tu arrêtes cette course au bonheur? Ah, c'est une question très pertinente. Alors, je pense que c'est plein de choses, c'est plein de rencontres, c'est plein d'événements, mais c'est surtout le fait, à un moment de ma vie, à plus d'argent, plus de compétences, plus de notoriété, et j'étais pas plus heureux. Mmh. Moi, ce que je voulais, c'est plus de bonheur. Donc on arrive dans un moment, une course effrénée, je me dis: «C'est sans fin». Qu'est-ce qui fait en fait, j'ai cru au mythe qui m'avait sauvé, en quelque sorte la vie, d'accord? Une partie qui m'avait sauvé la vie, en tout cas. Je me dis: «En fait, je suis pas plus heureux. Je suis en train de courir après quoi? C'est quoi le but de ma vie finalement?» Et quand je regardais les choses, j'observais les choses autour de moi, je me suis rendu compte que tout était parfait. L'univers est parfait, les planètes sont parfaites, ils tournent exactement dans le bon sens pour qu'on puisse vivre. Tous nos organes sont parfaits, les plantes sont parfaites, le cycle de l'eau, il est parfait. On serait la seule espèce sur Terre qui ne serait pas parfaite. La seule espèce dans l'univers qui ne serait pas parfaite. Ça n'aurait aucun sens. J'ai juste observé dans ma vie qu'à chaque fois que c'était difficile, qu'à chaque fois que j'étais pas heureux, c'est quand j'allais contre la vie. J'allais vraiment contre la vie. Et je fonçais, je mettais beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Et les résultats n'arrivent pas. Simplement, d'être juste dans le cycle de la vie. Je recherchais même à l'époque, je m'en rappelle, je me disais avec le développement personnel, bon, la bonne personne pour moi, je sais exactement comment elle est, je sais exactement ce que je veux pas. Et plus je passe, maintenant, je sais que je veux ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Sans déconner. J'étais en train de me dire, tiens, les critères de la bonne personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. La bonne personne, c'est juste la bonne personne parce que je ressens que je l'aime. Il n'y a pas besoin d'avoir de raison. Une activité que j'aime, est-ce qu'il y a un critère? Il faut que ça soit bien reconnu, il faut être bien payé. Non, c'est parce que je ressens que j'ai du plaisir là-dedans. Mais c'est tellement simple que ça ne va pas. On veut des choses compliquées. Et j'ai passé on va dire, 28 ans de ma vie à chercher ce que j'aimais. Et le jour que j'ai découvert comment on sait ce qu'on aime, je me suis dit: «Mais attends, c'est trop simple. Regarde les livres que tu lis, les vidéos YouTube que tu regardes, dans quoi tu dépenses ton argent, de quoi tu peux parler pendant des heures, dans quoi tu passes ton temps. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, c'est ce que tu aimes. Dès que tu laisses un peu d'espace à la vie, un peu de liberté, elle t'amène sur ce que tu aimes». Et c'est tellement simple qu'au début, on a du mal parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour. Et pour moi, ça a été une grande découverte de se dire: «OK, je suis parfait. Mais si je suis parfait, la vie, elle est parfaite. Les événements qui viennent devant moi sont parfaits pour moi, pour me faire grandir». Ça veut dire que les émotions que j'essaie de chasser, ces mauvaises émotions que je considérais comme mauvaises, en fait, c'est juste des indicateurs de la vie. La vie, elle me dit chaud, froid, émotion agréable ou désagréable. Donc les 2 émotions sont pertinentes, parce qu'elles m'indiquent le bon chemin pour moi. Donc à partir de ce moment-là, il y a plus du bon ou du mauvais. J'étais dans une partie, dans la deuxième partie de ma vie où justement je chassais le mauvais, Mmh. j'essayais de l'éradiquer, de tuer une partie de moi.
Donc la partie qui était confiante, la partie qui était souriante, je l'adorais, hein, d'accord? Où je suis passé à une partie où j'aime les 2 faces de moi, comme si j'aimais le jour et la nuit finalement. J'aime toutes les parties de mon enfant intérieur. Donc à partir de ce moment-là, je peux m'autoriser à vraiment aimer les autres. Parce qu'avant, j'étais encore plus exigeant dans mes relations. Étant donné que j'étais très exigeant envers moi-même, j'étais exigeant envers les autres. J'étais un tyran, vraiment. Et je pense que la deuxième partie de moi, j'étais vraiment un tyran. Franchement, au moment où j'ai pris du recul, je me dégoûtais moi-même. J'étais une personne qui était, selon moi, une moins bonne personne que dans la première partie de ma vie. Donc ouais, j'ai impacté des vies. Mais je croyais que parce que ma mission de vie, c'était d'aider des gens et que j'étais une personne, heu, lumineuse pour ça, mais je suis juste un banal être humain, en fait. Je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Mais la vérité, elle est là. C'est je le fais parce que transformer des vies, rendre des gens heureux, ça me fait plaisir, ça me rend heureux. Les voir heureux, ça me rend heureux et je le fais pour moi. La vérité, elle est là. Mais mon ego, il voulait me dire que, bah, je le faisais pour les autres, la bonne personne. J'étais encore tombé dans le piège de la bonne personne, mais selon, une autre forme et pour moi, ça change la vie. C'est pour ça que, par rapport au développement personnel, je suis très tiraillé. Pour moi, c'est un chemin nécessaire, parce que c'est un chemin nécessaire pour moi, mais ça nous écarte de nous. Donc c'est un chemin sur lequel il ne faut pas trop rester longtemps. Mais c'est un chemin qui est aussi nécessaire pour découvrir d'autres choses. Donc, enfin, en tout cas, dans mon expérience à moi, Mmh. qui est juste ma vérité, qui est pas une vérité absolue. Chacun vit sa propre expérience, mais dans mon parcours de vie, c'était mon sauveur et mon bourreau et quand on parle de divergence, c'est ça. On est divergent, on n'a pas besoin d'être comme les autres. On passe la première partie de sa vie à vouloir être comme les autres, à rentrer dans le moule, à se comparer aux autres, à se comparer à des critères, à des attentes et la deuxième partie de notre vie, à vouloir être différent. Mais on s'écarte encore plus de nous, alors qu'au départ, on était déjà différents, mais d'une façon parfaite, si on revenait juste à nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc super intéressant parce que du coup, tu vois, c'est vraiment, ce que je retiens de ce que tu nous partages là, c'est que finalement, c'est le développement personnel, ça t'a permis c'est ce qui a déclenché, on va dire ça comme ça, la deuxième phase de ton histoire, et en même temps, bah, tu vois qu'il y a comme un seuil, un plafond de verre, on va dire ça comme ça même, que, bah, le développement personnel, bah, au bout d'un moment enfin, ça fait peut-être partie aussi du développement personnel, arriver à un certain moment de se rendre compte, justement, que le développement personnel par lequel on a commencé, finalement, bah, au fur et à mesure, bah, nous, on change et du coup, notre regard aussi sur cette course au bonheur et au mieux et au plus et meilleure version de soi et je trouve ça aussi super pertinent que tu nous partages le fait d'avoir cette humilité, de reconnaître quelque part bah, quand j'aide l'autre, en fait, c'est, heu, c'est de l'altruisme pour faire bien, mais c'est une forme de biais pour, c'est une stratégie quelque part pour finalement combler mon besoin, de reconnaissance, d'importance et cetera. De dire qu'on a impacté des vies et cetera, ça nous fait passer du côté des gentils quoi, quelque part, comme Mmh. tu disais, du bon, heu, du bon profil. Donc je trouve ça aussi, intéressant que c'est à ce moment-là, enfin, que tu as enfin, ça m'intéresserait aussi quand même de savoir qu'est-ce qui te fait prendre justement aussi cette conscience que le développement personnel, t'a éloigné de toi et que, enfin tu parlais que tu t'apercevais que tu étais devenu un tyran hyper exigeant parce que tu étais hyper exigeant avec toi-même et donc tu vois, on n'est jamais que le reflet de notre monde intérieur et extérieur. Mais donc du coup, c'est à quel moment est-ce que tu te rends compte justement que tu es dans cette course effrénée et que tu passes à la troisième phase où tu apprends à aimer,
le tout et que tout est parfait. Alors je pense que ouais, j'étais vraiment dans cette dualité, le bon contre les méchants, Mmh. alors que le bien contre le mal. Mmh. Alors qu'en réalité, comment je le perçois aujourd'hui, c'est qu'il y a dans chaque événement qui arrive, chaque chose qu'on fait, il y a autant de bien que de mal. Je vais donner un exemple. On va prendre un événement tragique de l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose de terrible. Mais d'un côté, s'il n'y aurait pas eu ça, est-ce que ça serait peut-être pas pire pour notre planète parce qu'elle serait encore plus peuplée, il y aura encore plus de pollution, il y aura encore plus de dégradation? Peut-être. Donc il y a du positif et du négatif dans les deux. Il y avait des questions que je me posais, par exemple, j'ai eu accès à des informations comme je me disais: «Oui, mais les ours polaires, on les voit sur la banquise en train de mourir, d'accord? Il peut rien avoir de bien là-dedans». Bah, dans la fonte des glaces, il y a des informations. Parce que dans l'eau, il y a de l'information qui a permis de rendre justement les gens encore plus conscients. C'est pour ça qu'il y a une accélération de la prise de conscience et d'accès à ce qui est énergétique, spirituel, de plus en plus. Donc dans chaque événement, il y a autant de bien que de mal. Mmh. Et donc sortir de cette dualité, avant je prenais les décisions pour prendre la bonne décision. Maintenant, je prends une décision, pas pour que ça soit la bonne décision, parce que j'avais l'impression que quand je prenais une décision, je vais en venir comment j'ai découvert ça. Quand je prenais une décision, j'avais l'impression que cette décision allait changer toute ma vie. Mmh. Genre, je prends la décision, je prends la bonne, je vais au paradis, je prends la mauvaise, je suis en version le reste de ma vie, c'est l'enfer. C'est ça. Mais même si, peu importe la décision que je vais prendre, sur mon chemin, je peux avoir le meilleur ou le pire. J'ai expérimenté par la maladie. Je peux mourir demain, me faire écraser par un camion. On peut m'annoncer que j'ai une maladie en phase terminale. Je peux perdre les personnes que j'aime, même si je prends la meilleure décision. Donc, je prends les décisions aujourd'hui, simplement, j'écoute juste mon cœur. Dès que j'hésite entre deux choses, c'est qu'il y a deux parties de moi qui s'opposent. Donc, mes peurs, mon ego, mon personnage. La bonne personne qui est encore présente à travers le masque et mon vrai moi, mon âme, mon corps énergétique, tu l'appelles comme tu veux. Donc, comment j'écoute mon corps énergétique, mon âme, qui je suis vraiment? Bah, juste en écoutant mon cœur. Je prends la décision en écoutant mon cœur, pas pour que ça soit la bonne décision, mais quand j'écoute mon cœur, sur cette partie de chemin jusqu'à la prochaine décision, je vais profiter du chemin et être heureux. Et je pense qu'une vie heureuse, c'est tous ces petits bouts de chemin cumulés de bonheur qui font qu'à la fin, tu as une vie heureuse ou pas. Combien de fois tu as écouté ton cœur plutôt que tes peurs, qui font que tu as, à la fin de ta vie, aucun regret, ou tu as des valises de regrets devant ta porte. C'est juste ça la vie pour moi, aujourd'hui. Donc ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, il y a eu plusieurs événements, plein de rencontres. Mais je pense qu'une qui m'a vraiment fait changer et beaucoup, beaucoup évoluer, c'est, la rencontre d'une femme qui est, ma flamme jumelle, qui est comme un miroir pour moi, qui est le fonctionnement opposé et j'ai remarqué que toutes les choses que j'aimais pas, tous les blocages, c'est présent chez moi. Mais je l'observe aussi chez d'autres personnes. Mais là, la différence, c'est que c'est vraiment évident et tant que je le fais pas, c'est très, très, très violent. Donc ça m'oblige à me débarrasser de toutes ces couches d'ego. Donc je me rends compte que j'avais fait un gros travail sur moi. J'avais l'impression de ne plus avoir de croyances limitantes, de peur, de blocage. Je me rends compte que c'est limité finalement. Donc on enlève les plus gros et la vie, c'est justement de se reconnecter, d'enlever toutes ces couches, tous ces masques, tous ces habits pour revenir à qui on est vraiment. Et le but, c'est d'avoir un amour total pour soi parce que les autres, quand on aime les autres, on s'aime soi finalement. Et c'est en s'aimant soi qu'on a un amour inconditionnel après. Et pour moi, en tout cas dans ma vision de voir le monde, le but, c'est d'avoir un amour inconditionnel. Si on arrive à ça, c'est notre dernière incarnation.
Mmh. Mais le chemin est long. Et ouais, et je pense que cette rencontre-là, fait beaucoup, beaucoup de différence parce que ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup changer. Parce que des choses dans mon fonctionnement, je croyais que c'était moi, que j'aurais pas toléré, que je considérais comme mal. Mmh. En fait, je me rends compte que c'est juste quelque chose qu'on m'a inculqué, soit par la société, soit par mon éducation, et c'est pas moi. Est-ce que c'est bien? Je vais donner heu, un exemple concret. J'ai été éduqué dans le fait qu'une fille qui était comment ça s'appelle? Une fille bien, voilà, c'était une fille qui avait pas beaucoup eu d'un rapport, voilà, qui était sérieuse. Je me rends compte à quel point c'est bidon. Pourquoi c'est mieux ou moins bien? Mmh. Il y a pas de mieux, pas de moins bien. C'est juste, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe comme elle est, c'est qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis heureux avec ou pas? Tout le reste, c'est que du mental. Pareil pour son travail, pareil pour tout. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a dans notre société, enfin, tous les problèmes, les conflits qu'il y a, ces oppositions de religion, politique, toutes ces Mmh. choses-là, Mmh. c'est juste ça. C'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Donc, on associe l'idée à qui on est. On croit que c'est nous. Alors, alors que c'est le système, c'est nos parents, c'est la façon de fonctionner, c'est les habitudes qui nous les ont inculquées. C'est pas nous. Nous, ce qu'on sait, c'est juste ce qu'on ressent. C'est la seule chose qu'on sait. Tout le reste, on sait pas, on sait rien. C'est ce qu'on nous a raconté. C'est de l'information. La vérité, c'est ce qu'on ressent. On sait que ce qui se passe à l'intérieur. À l'extérieur, c'est juste de l'interprétation par rapport à nos filtres. Les lunettes qu'on nous a mis finalement. On nous a mis des lunettes avec des filtres, avec des croyances, avec une éducation, avec des fonctionnements, avec des habitudes. Et quand je change ces lunettes-là, eh ben, j'ai une autre version du monde. J'ai un autre angle de vue, j'ai une autre carte du monde. Et si on comprenait juste qu'on avait des filtres? Dans tous les cas, j'aurais des filtres. Donc le but, c'est d'en avoir le moins possible. Mais c'est de comprendre que j'ai des filtres. Et c'est super parce que je peux mettre les filtres que je veux. Un peu comme si j'étais dans un cinéma et j'étais l'acteur, le réalisateur, le metteur en scène. Je choisis ma vie. Je vais prendre des filtres qui me rendent plus heureux. Comme la première partie que je te racontais de ma vie, où j'avais mis des filtres qui me rendaient malheureux avec des questions qui me rendaient malheureux, qui faisaient que ma maladie, c'était un problème. Je mets des filtres qui me permettent d'être heureux. Et je me Mmh. rends compte que si je vais dans un cinéma, c'est comme dans un cinéma, je vais dans un cinéma, dans une première salle, je regarde un film, je dis: «Waouh, c'est ma vie à moi, avec toutes les personnes que je connais. C'est un super film. Putain, le réalisateur, il me connaît très, 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 très bien, hein. Waouh, à la perfection. C'est ma vision». Si je vais dans la vision, par exemple, de ma mère, je vais dans ma vision de ma mère, je vais voir le même film, les mêmes événements, et je ne ressemble pas à qui je suis vraiment. Je dis: «Mais attends, en fait, c'est pas moi, c'est vraiment une caricature de moi. Ma mère, c'est pas elle, mon frère, c'est pas lui. Ouais, c'est une caricature, c'est vraiment un mauvais film». Mais non, et je vais voir un troisième film avec ma copine, ça va être encore un autre film. Et là, je me rends compte que ce que je vois, c'est juste un film. C'est pas la réalité, c'est ma réalité. Mmh mh, mmh. Et la réalité, je peux pas la voir parce qu'elle n'existe pas. Je peux voir qu'à travers des filtres. Donc on est l'artiste de notre vie. Donc quel type d'artiste on a envie d'être? L'artiste, heu, qui qui est heureux ou celui qui est malheureux? Donc aujourd'hui, j'aide pas des gens pour, des coachs thérapeutes parce que je vais sauver le monde, parce que ça fait de moi une super bonne personne, parce que je suis missionné par la vie pour faire ça. Non, juste parce que, voilà, dans le rôle que j'ai envie de jouer, j'ai envie de ça m'amuse, ça me rend heureux de contribuer à aider des gens. Je suis un banal être humain, un petit artiste
qui joue sa propre musique ou qui réalise son propre film. Et je choisis celui-là, mais il n'est pas mieux que quelqu'un qui choisit autre chose. Mmh. Mmh. Bah, justement, j'avais envie de te poser la question de savoir, bah, du coup, qu'est-ce qui t'anime à faire ce que tu fais aujourd'hui? Hem et ça tu commences déjà un peu à y répondre, donc ça m'intéresse que tu développes un peu. Qu'est-ce qui fait que justement tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Et pourquoi c'est si important pour toi, en fait? Alors, pourquoi c'est important pour moi? Bah, qu'est-ce que je fais? J'aide finalement des coachs thérapeutes hypersensibles à aider d'autres personnes à faire la même chose que je fais chez eux. Pourquoi chez eux? Je pourrais le faire chez tout le monde. Donc, trouver leur ikigai, pour moi, c'est faire ce que tu aimes, utiliser ton talent, donc en passant par ta mission de vie, transformer la vie des personnes que tu as envie d'aider et être bien payé pour ça. Être dans l'abondance dans tous les niveaux, finalement. Mais le vivre, c'est pas une rosace à remplir, le vivre. Qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, j'aide ces personnes-là parce qu'elles aident d'autres personnes à le faire. Donc, pour moi, ça a plus d'impact. D'accord? Mmh. C'est pas parce que Christopher va être plus puissant, Christopher machin. Je suis un être banal, mais voilà. Dans mon jeu, dans l'histoire que je me raconte, dans le film que je joue, voilà, je trouve ça que c'est plus pertinent. Et ça résonne plus avec moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les aide à faire tout ce que j'ai fait en 33 ans, à le faire en 3 mois finalement. Éviter toutes ces embûches. Donc, ils ont besoin de découvrir aussi une partie de douleur pour avoir une prise de conscience, mais je peux leur faire éviter un long bout de chemin. C'est ce que je fais finalement, c'est juste ça. Mmh. Je transmets mon expérience, mon parcours, les outils que j'ai acquis en les simplifiant, en enlevant tout ce qui est inutile et en les aidant simplement à être eux-mêmes, être heureux, épanouis, leur apprendre, bah, ce que j'ai fait. Et je pense que mon parcours de vie, il sert juste à ça. Mmh mh. Alors je suis pas en haut des marches, je suis à un moment donné des marches. Au fur et à mesure, ces personnes-là me permettent de gravir de plus en plus de marches, donc d'aider des personnes de plus en plus. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'arriver à un certain niveau de marche pour aider des gens. Parce qu'aujourd'hui, je peux aider des gens qui sont par exemple à la marche, 30 à monter à la 40 et je peux pas aider des gens qui sont à la marche 2 aujourd'hui. Il y a besoin de personnes qui amènent les personnes de la 2 à la 10, de la 10 à la 20, de la 20 à la 30. On est tous experts par rapport à un autre et il y aura d'autres qui amènent de la 40 à la 50, ainsi de suite. Donc je leur fais prendre conscience que leur vie est plus importante. Il y a plein de choses à apprendre. Donc déjà, qu'est-ce qui les rend heureux? À quoi ils veulent contribuer? Qu'ils peuvent être dans l'abondance, mais aussi que, bah, leur vie, elle a un sens et que dès maintenant, ils peuvent transformer des vies. Mmh. Et au lieu de frotter des cailloux, en fait, on fait la même chose avec la conscience. Au lieu de frotter des cailloux et d'inventer le feu au bout de 20 ans et de revenir à chaque fois à zéro, c'est ce qui nous différencie des animaux. On n'est pas plus intelligent, simplement on transmet. Eh ben, on transmet ça. Donc il y a le briquet. Donc on n'a plus besoin de passer 20 ans, donc on commence déjà au briquet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des avions, on a plein de choses. On l'a fait avec le matériel. Donc on peut également le faire avec la conscience, avec le bonheur. Mmh. Voilà, c'est ce que je fais OK. simplement. Mmh. Tout simplement. Mmh. OK, donc en fait, j'entends qu'il y a cette notion aussi de dans ce qui t'anime, c'est de, bah, de faire ta part, on va dire ça comme ça et qu'en même temps, bah, les personnes que tu as à qui tu accompagnes, en fait, puissent elles-mêmes finalement, aussi faire leur part et faire une sorte d'effet papillon ou en tout cas de justement démultiplier l'impact par rapport à oui, je trouve ça intéressant la métaphore que tu utilises de justement, bah, heu, si je découvre le feu et que ça se perd entre guillemets, ces savoirs-là se perdent, on recommence à nouveau à tiens, est-ce que à redécouvrir le feu à chaque fois, alors que, bah, il y a moyen justement de progresser et c'est ce qui fait la spécificité, on va dire ça, de l'homme, justement cette notion de transmission et donc, je trouve ça intéressant ton point de vue de dire, bah, du coup, faisons la même chose avec, l'énergétique, avec la conscience, avec, le bonheur, de pouvoir transmettre cette notion, bah, tu peux être heureux maintenant et tu as pas besoin
tu parlais de sommet, de mettre le drapeau bonheur au sommet d'une montagne et de dire: «Ah, il est inaccessible, mais un jour j'y serai», alors qu'en fait, il est déjà là, quoi. Et tu vois, le sujet de la résilience et de la divergence, enfin les 2, hein, pour moi, sont étroitement liés et du coup, tu vois, la divergence, c'est la capacité, tu vois, le «et si», par exemple, ça ouvre le champ des possibles, mais c'est la capacité à avoir des solutions là où il y a un problème donné, OK? Et donc du coup, bah, cette capacité-là, pour moi, bah, amène à de la résilience forcément puisque ça te permet de rebondir. Mais je voudrais savoir, toi, justement, dans tous ces moments de vie-là que tu nous as partagés, hem, c'était quoi tes stratégies de divergents, justement? Tu as eu le «et si», que c'est dans la première phase, mais c'est vraiment typiquement, tu remarques que quand tu as une épreuve, qui se présente devant toi, bah, c'est quoi ta stratégie de divergent? Alors, ma stratégie, c'est une stratégie que j'utilise, bah, surtout au niveau des personnes que j'accompagne, mais également chez moi. C'est qu'on a toujours on va dire des difficultés, mais c'est pas des difficultés, c'est juste des événements de la vie qui nous font passer une étape supplémentaire, d'accord? C'est une difficulté parce qu'on l'a pas encore franchie. Et par exemple, faire du vélo, c'était une difficulté. Une fois qu'on sait le faire, c'est plus une difficulté. Donc ça devient un confort, une possibilité de plus. Donc Mmh. parfois des difficultés, oui. J'ai eu par exemple dans mes groupes, j'accompagne des gens à se connecter à eux-mêmes. Ils ont été abusés sexuellement. D'autres personnes qui ont eu des gros, 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 gros problèmes. J'avais jamais fait avant. Des personnes suicidaires. Bon, je les prends, je ne sais pas. Mais ma responsabilité, c'est quoi? C'est de dire: «Bah tiens, tu te démerdes». Non, c'est de faire mon possible pour trouver une solution. Est-ce que j'ai un plan pour faire la première fois? Donc une fois qu'on fait, on sait. Mais la première fois, est-ce qu'on a un plan? On n'a pas de plan. C'est d'accepter de ne pas avoir de plan, d'accepter de ne pas savoir comment faire et juste en acceptant ça, en faisant juste de son mieux, en étant juste dans le moment présent, on finit par trouver des solutions. Et j'ai vu des personnes qui allaient voir des thérapeutes depuis 20 ans, 30 ans, ça s'est débloqué en quelques séances et je ne sais pas comment j'ai fait. Au départ, je savais pas comment je faisais, mais je voulais avoir le contrôle avant. Je voulais avoir maîtrisé, que ça soit moi qui fasse, d'être certain que la personne ait des résultats. Que ça soit moi qui lui permette d'avoir des résultats. Mmh. Et aujourd'hui, je comprends juste quelque chose que n'importe quel blocage, n'importe quelle difficulté, c'est une difficulté parce que au niveau de notre façon de fonctionner, on met un blocage, on met un mur. Et ce mur-là, moi, mon rôle, c'est pas de donner une autre opportunité, c'est de fragiliser ce mur. Dans les accords Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. C'est parce qu'on a une supposition que ça, c'est un problème. Donc, j'ai cherché pendant longtemps comment ne plus faire de suppositions. En fait, il suffit juste de faire plusieurs suppositions. Ok, tu été violé, c'est un problème. Je simplifie, hein, d'accord, c'est un process, mais c'est un problème. C'est vrai. C'est aussi une opportunité, tu vas pouvoir aider d'autres personnes qui sont comme ça. Et plein d'opportunités. Mon but, c'est pas de lui donner une opportunité qui est vraie, c'est de lui affaiblir sa supposition et montrer juste que ça n'est pas vrai. Et donc, je laisse le champ à la vie, à mettre ce qu'il y a de mieux pour moi, et tout se décompte tout seul. Donc, pour moi, quelqu'un qui accompagne, c'est juste mettre dans le champ de la vie, fragiliser ça, et comprendre que c'est la vie qui fait tout seul les choses, qui va mettre le mieux au meilleur moment. Et donc ça enlève la pression. On sait, on a juste à fragiliser, on ne sait pas comment ça va se faire. Est-ce que ça va se faire en 2 jours, en 1 mois ou 2 mois? On ne sait pas, mais ça va se faire. Et comme je crois, je le vois. C'est ça. Et quand quelque chose m'arrive, c'est pareil, j'ai pas de plan. Des fois, j'ai pas de plan, j'ai un problème, j'ai jamais la première fois que j'ai un problème, Mmh. c'est un problème parce que c'est la première fois, après c'est plus un problème parce que j'ai la solution. Donc la première fois, je ne sais pas. Donc je crois que c'est possible, je me fais confiance. La première chose qui vient, je le fais. Et je prends conscience que
j'enlève juste le blocage et je laisse la vie mettre le mieux pour moi. Les plus belles rencontres que j'ai eues dans ma vie, c'est les rencontres que j'ai pas prévues. Les plus belles découvertes dans ma vie, c'est ce que j'avais pas prévu. Toutes les plus belles choses de ma vie, et je vous invite à faire pareil dans votre vie. Est-ce que vous l'avez prévu? Est-ce que vous l'avez pas prévu? Si on faisait pareil, si on se rend compte que les plus belles choses de notre vie, on les prévoit pas, pourquoi on laisserait pas de la place à la vie pour, choisir ce qui est de mieux pour nous? Parce qu'on le sait pas. Pourquoi on veut contrôler? Moi, je voulais contrôler. Ah, j'étais vraiment celui qui voulait vraiment contrôler, hein. Très têtu, à forcer, forcer, forcer. Ah, je faisais beaucoup d'efforts en voulant contrôler. Il y a pas besoin de forcer. On laisse juste de l'espace en termes de temps, d'énergie, d'argent à la vie. Ça se passe tout seul. Et je l'expérimente vraiment aujourd'hui. Pour moi, heu, c'est comme un gamin, comme je te l'ai expliqué hier, j'ai des clientes parce que pour moi l'énergie et la matière, les 2 sont importants. On est dans un monde et d'énergie et de matière. Donc par exemple, le fait d'avoir des clients, un thérapeute, un coach qui commence une activité, donc qui a 0 réseau, qui connaît personne, qui a jamais fait, heu, pour moi, il y a le côté énergétique, la vibration, l'alignement, auquel on travaille beaucoup, et il y a aussi le côté, on va dire marketing, le métier d'entrepreneur. Mmh. Pour moi, les 2 étaient très importants. Les 2 sont toujours très importants, parce qu'on est dans un monde d'énergie et de matière. Mais j'ai remarqué que chez 3 de mes clients, 3, même il y a un 4e maintenant, ils ont fait 7, 8, 10 000 € sans mettre en place, ils ont rien mis en place en termes de matière. Ils ont pas mis de webinaire, ils ont pas fait de communication, pas de pub, rien du tout. Pas de carte de visite. Mais c'est quand même dingue quand même. Je comprends même pas, comment ça se passe, mais je l'observe qu'il se passe quelque chose. Donc, l'énergétique et la matière, les 2 sont importants. Mais on se rend compte que la façon de penser, le fait d'être aligné, le fait d'être soi-même, de ne pas vouloir contrôler la vie, parce que quand on est soi-même, on se laisse comme une goutte d'eau, on se laisse, porter par la vie. Bah, la vie, elle nous donne le meilleur. Elle nous amène les bonnes personnes au bon moment. Mmh. Donc pourquoi vouloir contrôler? Pour être certain de nous d'amener notre vie à moins de bonheur. Et si au lieu de nager contre le courant, c'est juste porté par la vie. Mmh. C'est très intéressant ce que tu partages là. Donc du coup, c'est d'observer finalement que, bah, il y a l'énergie, la matière, finalement dans ton accompagnement, dans ton approche, tu proposes de jouer avec les 2, on va dire ça comme ça, mais que, tu observes quand même qu'il y a même des fois où finalement l'énergétique va amener des résultats surprenants, parce que tu parlais de surprise de la vie, donc ça, entre le prévisible et la magie de la vie, j'ai presque envie de dire, où, finalement, il y a des choses qui arrivent et on ne sait pas trop pourquoi et en fait, bah, il y a pas besoin de savoir, en fait. Il y a pas besoin de contrôler ou de vouloir contrôler. Écoute, là, on arrive, à la fin de notre interview. Je te remercie beaucoup pour tout ce partage et ces ouais, ces expériences que tu nous as et ces apprentissages, du coup, que tu nous as partagés aujourd'hui et je voulais savoir, bah, si, pour nos auditeurs, ben, s'il devait y avoir qu'une seule chose que tu veux qu'ils retiennent de cette interview et qu'ils peuvent, mettre en application, on va dire ça, ou qu'ils retiennent de ton interview, ce serait quoi? Je crois donc je vois. Le mot de Je la voulais te fin. remercier Sandra vraiment pour ce que tu fais. Je trouve ça c'est vraiment incroyable Mmh. de donner l'opportunité justement, à tes auditeurs de découvrir, bah, d'avoir des raccourcis de vie, peut-être des prises de conscience avec, plein d'intervenants de qualité qui viennent, chez toi de faire gagner des fois des années, hein. Des Mmh. fois, des fois de découvrir un petit élément de la vie, une petite astuce, ça peut faire gagner des années et vraiment merci pour ça. Merci de participer à ça. Merci de participer à à ce côté naturel de la vie en étant divergent justement et en essayant de ne plus rien contrôler de la vie et la laisser et je trouve que tu l'incarnes parfaitement donc un grand merci à toi pour ça
Bah, merci à toi d'avoir accepté cet échange que j'ai trouvé riche et passionnant. Et donc, je pense que nos auditeurs, bah, effectivement, l'intention du podcast, c'est de pouvoir les inspirer et de peut-être, ouais, à travers les histoires, je pense qu'on est des êtres humains, on aime les histoires. Donc du coup, bah, avec une histoire, peut-être la tienne, peut-être celle d'un autre divergent, bah, de permettre comme ça d'ouvrir leur champ des possibles et de se réaliser. Donc, merci encore pour le temps que tu m'as consacré et puis je te dis, bah, du coup, à très, très bientôt. Et à très vite, Sandra. À très vite à Ciao. tous et à toutes.